Bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à une problématique assez connue et qui, depuis qu'il y a Internet, a une grande visibilité sur Internet. Cette problématique appelée état limite, ou encore mieux avec le terme anglais beaucoup plus connu, borderline. C'est une problématique qui a intéressé les psychanalystes après la Deuxième Guerre mondiale, suite à une difficulté dans leur pratique avec les patients de ranger les patients, certains patients, dans la catégorie, dans le groupe des névroses ou dans le groupe des psychoses. Parce qu'il y avait des aspects de ces patients qui pouvaient être très bien rangés parmi les névroses et d'autres aspects qui pouvaient être très bien rangés parmi les psychoses. D'où la difficulté de pouvoir traiter, d'un point de vue théorique, cette problématique avec les indications standards, classiques, qui avaient été données par Freud et les contemporains de Freud. Et à cette même période où les psychanalystes commencent à s'intéresser à cette problématique, les psychanalystes avaient aussi commencé à déplacer l'attention du conflit édipien, du moment central, crucial de ce qu'on pouvait remonter les conflits d'un névrose à l'enfance, qui était le moment d'Édipe, à des conflits pré-édipiens, et surtout dans la relation avec la maman. Et cette problématique borderline état limite, lorsqu'elle va être analysée, va être théorisée par les psychanalystes, les premiers ce sont des Américains, Kernberg, Coates et en France Bergeret, eh bien, vont faire beaucoup référence à des mécanismes ou à des conflits qui sont pré-édipiens, ou à des questions qui sont pré-édipiennes. Ce que je vais faire maintenant, c'est de vous présenter cette problématique état limite et borderline avec le mythe de Narcisse Eco, donc le tableau que j'avais peint l'année passée, auquel j'avais consacré pas mal de vidéos, et également un ouvrage Narcissisme et égoïsme. Et on va voir comment ces deux figures, qui sont effectivement, comme je l'avais montré l'année passée, deux mythes qui sont à situer dans les problématiques pré-édipiennes. Narcisse pour sa dépendance à sa propre image, le stade du miroir, pour toute la relation qu'on a avec soi-même, le narcissisme, le moi idéal, l'idéal du moi, et Éco, également à situer dans cette période pré-édipienne où cette dépendance affective à l'autre va se référer à la dépendance que l'enfant a initialement au début dans la relation avec sa propre mère. On va commencer maintenant par Narcisse et voir les traits qu'on retrouve dans le cas du borderline, dans le cas des états limites. Narcisse, comme on disait, mais là on va surtout faire référence au narcissisme vulnérable. On se souviendra que l'année passée, dans mon livre, j'avais fait une distinction entre narcissisme grandiose, ce qui est fait habituellement, et narcissisme vulnérable. Et je m'étais surtout intéressé au narcissisme vulnérable, où il y a une tension continue entre le moi idéal et l'idéal du moi, entre des moments où le narcisse se sent vulnérable, se sent inférieur, et des moments où il se sent supérieur. Et c'est au sujet de ce type cette configuration de Narcisse qu'on doit s'intéresser pour le borderline, lequel il se retrouve dans des moments où il est fort dans l'insécurité, d'infériorité, et où il a une difficulté, une intolérance à la frustration, car tout ce qui peut nuire à son image, eh bien, va le frustrer, va le rendre très mal et lui provoquer également des moments d'agressivité et de conflit de tension intérieure.
et également une hypersensibilité aux remarques qui sont vécues comme des jugements, et il les vit comme des blessures narcissiques, et donc comme s'il perdait quelque chose de soi, alors qu'il s'agit simplement d'une remarque sur sa propre personne. Mais de là à le vivre comme une catastrophe, eh bien, cela bien indique la problématique narcissique. Eh bien, le borderline se retrouve exactement dans ce vécu où la frustration est difficile à tolérer. Il y a une insécurité qui est constante, insécurité intérieure, et ce troisième aspect qui est cette hypersensibilité aux remarques. Ce qui peut conduire dans la relation aux autres également à des formes de manipulation agressive. Voyons maintenant du côté de Eco. Eco qui voilà, est dans cette forme de dépendance à Narcisse, dépendance à l'autre. On avait vu l'année passée comment Eco, effectivement, dans une forme de dépendance, et on peut voilà, faire confluire dans cette forme de dépendance aussi des dépendances, que ce soit à l'autre, donc affective, mais également dépendance sous forme d'addiction aux choses. Et dans le cas du borderline, on a les deux. Donc la dépendance affective qui marque un sentiment constant de peur d'abandon, qui rend continuellement instable les relations affectives, alors que le borderline se trouve très bien adapté dans la société, dans les relations affectives, eh bien, il va se trouver dans des moments très instables, car cette dépendance affective, cette dépendance à l'autre, comme vous voyez ici, dépendance à Narcisse, car elle va s'anéantir vis-à-vis de Narcisse, de là, cette dépendance, et sous forme de écho, nous disions, ce que Narcisse dit, elle va le répéter, donc elle est dépendante, mais en même temps, elle n'a pas sa propre personnalité. Eh bien, cette dépendance est marquée par un sentiment constant, un sentiment si on veut, d'abandon, de peur d'être abandonné. Et l'autre aspect qui est très important, qui apparaît chez Eco, et donc dans le borderline, c'est ce vide auquel elle est confrontée, car elle n'est que le reflet de ce que dit l'autre, de ce que dit Narcisse. Et les conséquences de cette dépendance affective, de ce sentiment, de cette peur d'être abandonné, va confronter, que ce soit borderline, à une constante confrontation à la dépression. Car il ne suffit à rien pour que il y a une sensation de perte d'objet qui provoque une petite dépression. Dépression qui est sans le ralentissement classique qu'on retrouve dans les dépressions, ou sans la culpabilité. C'est une dépression qui est une conséquence de cette relation affective marquée par le sentiment d'abandon. Et qui provoque également des chutes ou des hauts et des bas au niveau de l'humeur. Voyons maintenant comment ces psychanalystes ont traité cette problématique. C'est en essayer de découvrir les mécanismes principaux qui sont en œuvre dans cette problématique borderline. Il y en a trois, fondamentalement, où tout le monde était d'accord, parce qu'après, il y en a différentes lectures, chaque auteur, après, a mis l'accent sur certains aspects. Mais voilà, il y a trois mécanismes
qui sont acceptés par la plupart de ceux des psychanalystes qui se sont penchés sur les cas limites, les états limites, qui sont le clivage, cette forme de mécanisme que Freud avait déjà isolé, le clivage, et ici on va le trouver toujours dans le mythe de Narcisse et Écho, le clivage qu'il y a entre le narcissique vulnérable qui va s'adapter beaucoup au monde extérieur pour ne pas être confronté à des jugements, à des remarques, étant donné cette hypersensibilité. Donc, clivage entre l'adaptation sociale de Narcisse et clivage avec, en revanche, l'idéalisation de Écho, comme on disait, l'idéalisation qu'elle fait de Narcisse. Eh bien voilà un des premiers mécanismes, le clivage entre l'adaptation au monde extérieur et l'idéalisation, et cela pour éviter des conflits intérieurs inacceptables. L'autre mécanisme qui est la projection, et là on le voit dans le cas de Écho, qu'elle va projeter ce qu'elle veut en répétant les mots que Narcisse va prononcer, qui va aussi déclencher son irritabilité. Il va être très fort irritable par cela. Écho répète certains mots, donc va projeter, en répétant ces mots, ce qu'elle voudrait. Et là, dans cette projection, dans ce mécanisme de projection, qui était un mécanisme que Freud également avait isolé comme principal dans les cas de la psychose, eh bien, va rendre flou la frontière entre le soi et l'autre, entre la vie intérieure et la vie extérieure. Et là, on le voit bien, donc avec Écho, qu'elle va continuellement faire écho, donc à répéter les mots de l'autre, où elle n'a pas une distinction entre ce qu'elle est et ce qu'est l'autre. Mais, voilà, ça c'est le point important qui va distinguer de la psychose, de la projection dans le cadre de la psychose, ce qu'est le borderline et Écho également. C'est toujours faire la distinction entre soi-même et l'autre. Cette distinction, donc cette frontière, reste tout de même. Donc, elle est floue pour certains aspects, mais elle reste pour d'autres. Et là, on comprend, voilà, aussi l'aspect limite entre névrose et psychose. Et pour terminer, le troisième mécanisme, c'est le déni. Le déni qui est du côté de Écho, c'est le déni des émotions. Elle va pas pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. Et du côté de Narcisse, comment elle se comporte avec Écho, c'est la dévalorisation de l'objet. Donc on voit bien la complexité du cadre de borderline grâce à ce mythe de Narcisse et Écho, où on avait eu l'habitude de les voir séparément, ou bien quand on disait de les mettre ensemble, c'était dans une optique d'équilibre. En revanche, il y a ce cas dont je n'avais pas traité l'année passée, qui pourrait être très bien ajouté dans mon ouvrage, qui est le borderline, les états limites, où les deux, Narcisse et Écho, entrent en compte, et cela rend très difficile également de pouvoir rendre compte de cette problématique d'une manière structurelle, selon des paramètres très stricts au niveau de la structure. Et cela peut facilement nous amener à comprendre pourquoi Lacan ne va pas tenir compte de cette problématique qui était les états limites. Parce que quand Lacan commence son enseignement, on parlait déjà, que Lacan connaissait très bien, des états limites. Ben, Lacan ne prendra jamais en compte cette problématique, cette manière de théoriser une partie de ce qu'on peut rencontrer dans notre relation avec les patients. Tout de même, il y a depuis une décennie ou deux, dans certains milieux de psychanalyse lacanienne, on parle d'une
on pourrait dire d'une expression qui est la psychose ordinaire pour indiquer, pour souligner qu'il y a des patients qui ne présentent pas d'une manière ouverte une configuration psychotique, mais qui ont un soubassement psychotique qui va influencer certains aspects de leur vie quotidienne, qui se répercutent aussi dans la relation avec le propre analyste. Et il y a un psychanalyste qui s'appelle Jean-Pierre Lebrun, qui en revanche, qui a une culture lacanienne, qui s'est penché sur les états limites. Il dit parler de psychose ordinaire est à peu près la même chose. De parler des états limites devient aussi un fourre-tout. Alors autant parler des états limites et essayer de théoriser les états limites avec les instruments qu'on est habitué à utiliser dans le domaine de la psychanalyse lacanienne. Et cela est tout à fait intéressant, et surtout parce que Jean-Pierre Lebrun s'est intéressé depuis quelques décennies sur les relations qu'il y a entre les changements au niveau de la société et les impacts de ces changements sur la construction de la subjectivité. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va traiter cette problématique des états limites. En quelques mots, il fait une distinction entre l'absence du père lorsque l'enfant vient au monde, le bébé vient au monde, et l'absence du père lorsque l'enfant est à la période qui est proche à la période édipienne, entre 3, 4, 5 ans. Cette période qui va amener l'enfant à se confronter à l'Édipe. Donc c'est dans cette différenciation entre deux absences. La première absence, qui est une absence dont Lacan traite pour expliquer la psychose, qui est la forclusion du nom du père, qui est une forclusion symbolique. C'est-à-dire la mère qui ne nomme pas le père. Donc là, il n'y a aucune nomination, n'apparaît absolument pas dans les mots que la mère lorsqu'elle parle, dialogue avec le bébé, eh bien là, il y a une forclusion du nom du père, une forclusion symbolique. Et c'est cette forclusion-là qui amène à une structure psychotique. En revanche, dit Jean-Pierre Lebrun, 3, 4, 5 ans, c'est très important, la présence réelle du père. C'est le père réel qui agit au sein même de la vie quotidienne de la famille, mère et enfant. Et lorsque ce père-là n'est pas présent, n'agit pas avec des actes bien précis, eh bien, on se retrouve avec une forclusion du père réel. Alors, le premier cas, c'est la forclusion du père symbolique. Ici, ce serait la forclusion du père réel. Et ce serait de ce côté-là qu'on devrait voir les effets, les impacts sur de nouvelles problématiques comme les états limites. J'avais tenu compte de cette distinction lorsque j'avais écrit mon livre sur l'anorexie, qui était axé sur cette distinction, et dans le cas de l'anorexie, ce serait plutôt une absence du père, ou une carence du père dans la vie quotidienne, donc une carence du père réel. Et tout cela est noué avec les changements de la société, et ce n'est pas un hasard si les études des psychanalystes sur la problématique borderline se situent l'après-guerre, quand il y a eu toute une crise au niveau de la société par rapport aux repères. Et au fur et à mesure des décennies qui passent, c'est une société de plus en plus narcissique et qui manque de repères symboliques.
Voilà. Et cela a un impact également sur le père qui doit agir concrètement, se retrouve souvent démuni, on n'a pas de repère bien précis, et là peut se situer, en tout cas peut augmenter les possibilités d'une carence réelle d'un père. Et pour terminer, donc, ce qui va amener l'enfant à avoir difficulté à entrer dans l'Édipe comme on l'entend, comme on l'entendait Lacan, mais surtout de rester fort en relation avec la mère. Et là, il fait une distinction entre l'identification, comme le disait Lacan, au phallus, et l'identification à l'objet A, donc à la perte de la mère, à ce que la mère perd, et l'enfant va s'identifier plutôt à cela. En tout cas, voilà, il y a une difficulté alors de se détacher de la mère, et donc une difficulté après d'avoir une assise de construction d'une subjectivité forte. Il y a un reproche qu'on lui a fait qui était, oui, mais en Afrique, les enfants restent jusqu'à un certain âge fort attachés à leur mère. Jean-Pierre Lebrun répond, oui, mais il y a toute une série après de rites d'initiation qui permet à l'enfant après ça de détacher d'une manière symbolique de la mère. Voilà, en tout cas, cela est une indication de comment également dans un discours de psychanalyse lacanienne, on peut se pencher sur cette problématique qui est les états limites avec des outils, des instruments que la psychanalyse lacanienne nous donne. Et bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.